Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le dossier de la semaine. L'environnement occupe une place centrale dans le programme d'ensemble du CNRD. Les projets allant dans le sens d'une exploitation forestière rationalisée font toujours l'objet d'une grande attention de la part du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. À la tête du département, une jeune ministre cherche à faire bouger les lignes, non seulement pour l'obtention des financements, mais surtout pour le respect de tous les accords auxquels la Guinée est partie prenante. Avec une végétation faunique abondante, la Guinée est un pays gâté par Dame Nature. Prendre soin des ressources forestières reste cependant un défi énorme. Comment réussir le pari? Quel mécanisme est mis en place pour respecter les recommandations des rencontres internationales sur le climat? Autant de questions que nous posons ce soir à Mme Lopou Lama, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Bonsoir Madame. Bonsoir. Bienvenue dans le dossier de la semaine. Je vous remercie. Avec moi pour animer cette émission, deux confrères, Hassan Hilal Silla du groupe Dioma Media. Bonsoir Hassan. Bonsoir Adèle. Et Mohamed Alpha Baldé, il est spécialiste des questions environnementales à la RTG. Bonsoir Alpha. Bonsoir Adèle. Cher public, tout à l'heure, vous prendrez la parole pour poser les questions de votre convenance. Bienvenue à tous. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir Madame Adèle. Bienvenue dans le dossier de la semaine. Madame la Ministre, à votre arrivée, quel était l'état des lieux du ministère de l'Environnement et du Développement durable? Merci beaucoup Madame Adèle Camara. Alors je dois d'abord rappeler que j'ai été nommée le 21 octobre 2021 à la tête du département grâce à la confiance du chef de l'État placée à ma modeste personne. Le 22 déjà, j'ai pris fonction et je vous l'assure, j'ai trouvé une administration presque à l'arrêt parce qu'il n'y avait même pas de personnel, les cadres ne venaient pas au service. Et bon, je pense que c'était par manque peut-être de moyens pour la mobilité du personnel. Et l'environnement n'était pas propice. J'ai trouvé des infrastructures vraiment vétustes. La propriété, la salubrité n'était pas là. Et alors, j'ai constaté aussi qu'il y avait une grande concentration du personnel au niveau central, tandis qu'au niveau des concentrés, il y avait le manque de personnel, surtout en ce qui concerne le corps des conservateurs de la nature. J'ai trouvé un déficit dans l'application de nos différents codes, le code forestier, le code de l'environnement, le code de chasse, ainsi de suite, et surtout les tests d'application, l'arrêté portant en réglementation de l'exploitation forestière, l'arrêté sur l'environnement, ainsi de suite. Et malgré que j'ai trouvé l'interdiction de couper les transports de bois sur place, en œuvre, en vigueur, mais j'ai assisté à une bande organisée de coupe de bois à travers le corridor Guinée-Sierra Leone, à travers les préfectures de Farana, Kindia, Forêt-Caria, ainsi de suite. Très rapidement, les cadres n'étaient pas... J'ai organisé une visite au niveau de tous les bureaux à Conakry, parce que les services sont disparates par manque de local approprié pour abriter tous les services. Et j'ai constaté qu'il n'y avait même pas d'outils de travail. Pas ordinateur, pas encre, pas papier, tout manquait. Donc l'une des premières mesures, c'était de mettre à disposition de tous les travailleurs au moins le minimum pour pouvoir commencer le travail. Justement, qu'avez-vous fait rapidement pour apporter des solutions idoines à cette situation sur place? Oui, c'est ce que je venais de dire, parce que d'abord, j'ai trouvé que les deux bus étaient en arrêt. Très rapidement, j'ai demandé au chef de cabinet, en collaboration avec le service DAF, de voir comment on pouvait mettre ces deux bus en marche, ce qui fut fait. Et on a carburé pour permettre au syndicat de mobiliser tout le personnel à retrouver le chemin du service. Après, j'ai demandé aussi au service du DAF, en collaboration avec le service matériel, de passer dans toutes les directions pour relever les besoins en équipement et fourniture de bureaux, ce qui fut fait. Et petit à petit, il y avait maintenant de la motivation et les gens ont commencé à venir au travail. J'avais constaté que dès 14 h, les gens partaient et une semaine... Ça ne peut plus continuer? Non. On reste au bureau jusqu'à 22 h. Parce qu'il y a du travail, ils sont là. Ils sont là. Parce que j'appelais tout le monde à mon bureau. Hein. Je vous donne le travail, ce n'est pas fait. Ce n'est pas bien fait, je vous appelle et vous venez à ma présence, je vous donne des instructions et des directives et le travail est fait sur place, même si on doit rester jusqu'à 22 h.
le personnel peut en témoigner, les dames appelaient. Tu es où? Je dis maintenant, il y a une nouvelle donne, c'est le travail qui compte ici. Madame la ministre, vous avez donc présenté une situation peu reluisante, comme vous l'avez dit, une situation que vous avez héritée au sein de ce département. On parle bien du ministère de l'Environnement qui maintenant, avec le processus de refondation, parle aussi de développement durable. Développement durable, un circuit dans lequel vous vous y êtes inscrit. Maintenant, Madame la ministre, on va revenir à un projet phare chaque année qui se retrouve au sein du département de l'environnement. Il s'agit du reboisement. Je vais vous donner quelques chiffres. Initié en 2015, je rappelle qu'en 2014, vous avez eu une prévision de 1000 hectares. Les chiffres sont, je crois, bons. Et sur une enveloppe de 14 milliards de francs guinéens. En 2019, je rappelle qu'avec l'ancien gouvernement, cette initiative qui a été donc inscrite sous le sceau d'initiative présidentielle a prévu 3000 hectares, mais cette fois-ci avec un budget de 9 milliards. Un manque à gagner entre 14 milliards et 9 milliards. 14 milliards pour 1000 hectares et 9 milliards pour, cette fois-ci, 3000 hectares. Comment concrètement vous vous y êtes pris? Bon, je vous l'assure que je ne vais pas aborder ce qui s'est passé avant mon arrivée parce que je vous rappelle d'abord qu'après ma nomination, le chef du gouvernement m'a commis à une tâche et on m'a confié 5 objectifs. L'amélioration des conditions de travail en premier lieu et achever les infrastructures qui étaient en chantier. Ce qui fait que j'ai trouvé un immeuble de 42 bureaux qui était là depuis 8 ans, non achevé. Nous avons pris toutes les dispositions. Au jour d'aujourd'hui, passé au ministère de l'Environnement, l'immeuble est totalement achevé. Les parterres fleuris, le fourrage installé pour l'approvisionnement en eau potable. Et deuxième objectif, c'est de réactualiser les textes d'application des différents codes. Troisième objectif, c'est de reboiser le maximum que possible avec un objectif de 5000 hectares. Quatrième, c'est d'aménager les forêts urbaines et périurbaines. Et cinquième, c'est d'identifier les sources potentielles de pollution d'urgence qui peuvent avoir des impacts négatifs sur la santé de la population et sur l'environnement. Maintenant, revenons à votre question. Oui. Cette année, moi je parle de cette année parce que les autres je ne maîtrise pas. Quand je suis arrivée, on a demandé au budget de prévoir la ligne reboisement. On nous a exigé d'envoyer les fonds de dossier de reboisement précédents. Ça n'a pas été facile pour moi et j'ai dû donner tous les arguments possibles pour que le département puisse être doté du budget de cette année qui est de 14 milliards et quelques. Et madame, il y a une chose qui reste quand même curieuse dans tout cela, c'est que vous avez ciblé également les mêmes espaces à reboiser que les années précédentes. Est-ce que c'est parce que vous avez dit les autres ont échoué, on va repartir sur les mêmes espaces, d'autant plus que ça n'a pas été escompté de réussite? Peut-être on peut dire les mêmes sites écologiques, mais pas les mêmes espaces, parce qu'on nous a dit de reboiser les têtes de source, les berges d'eau, les zones dégradées. Mais je vous l'avoue que cette année, il y a eu de la nouveauté, ce n'est pas comme les années précédentes. Quelles sont ces nouveautés, madame? D'accord. Premièrement, j'ai exigé que les ONG soient recensées sur place et sélectionnées sur place. On ne peut pas transporter une ONG à Conakry pour Kissidou, Guékédou, ainsi de suite, non. Et de prendre même les groupements qui sont agréés et qui sont sur place, qui sont motivés dans le domaine de la restauration. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, j'ai envoyé une équipe de collecte de données que j'ai appelée mission de consolidation des données sur le terrain. Ils sont partis identifier non seulement les ONG, les sites à reboiser, et après, ils nous ont remonté les informations qu'on a fait d'une base de données. Et sous ces documents qui nous ont été amenés, le chef de quartier signe, le chef de jeunesse signe, et le sous-préfet signe, et après le préfet signe, pour dire vraiment nous sommes d'accord pour qu'il y ait du reboisement sur ce site-là, pour qu'il n'y ait pas de conflit au moment venu, comme on l'a fait cette année. Alors, deuxième aspect, les ONG ont été
sélectionné sur la base de critères bien définis. Il faut être installé sur la zone où tu veux reboiser. Il faut avoir ton agrément. Et troisième aspect, on a prévu un volet suivi. C'est ce qui a manqué aux campagnes précédentes. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre les plans sous terre, mais il faut assurer le suivi. C'est pourquoi nous avons choisi le slogan cette année, un citoyen, un Guinéen, un implanté et protégé. Quatrième aspect, il n'y a pas eu de manipulation d'espèces. Les ONG ont été payés au trésor sur la base des agréments qu'on a déposés et les contrats qu'on a signés. On a signé avec chaque ONG un contrat. Un contrat avec tous les fonds de dossier, avec le numéro de compte bancaire. C'est au niveau du trésor que les chèques ont été remplis au nom des ONG et distribués à ces différentes ONG. Moi, ce que je voudrais demander, parce qu'on est là aussi pour surtout le bilan de ce qui a été fait en une année, l'une des actions fortes a été quand même ces journées de réflexion sur l'exploitation forestière qui avaient été organisées à Zérékoré. Je voudrais que vous reveniez quelques mois après sur ce qui a changé concrètement sur le terrain depuis ces fortes recommandations, ces travaux qui avaient regroupé pratiquement tous les acteurs du secteur. Effectivement, du 22 au 23 décembre 2021, nous avons organisé la journée nationale de réflexion sur l'exploitation forestière. Ça a réuni tous les acteurs de la filière. Et à notre retour, nous avons renforcé l'interdiction parce qu'il fallait maintenir l'interdiction de coupe et de transport de bois. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes réunis avec tous les acteurs, les menuisiers, les artisans, la filière bois, pour réfléchir sur les voies et moyens pour approvisionner quand même le marché parce qu'il y avait déjà d'énormes quantités de bois qui étaient coupées et qui étaient en brousse. De toute façon, c'est coupé, c'est coupé. Alors nous avons envoyé sur le terrain 2 missions de police forestière pour voir les zones où, non, d'abord se trouvent les bois qui sont coupés et 2 où de nouveaux bois sont coupés. Et de là, nous avons convenu d'émettre des autorisations spéciales de transfert de bois qui incluaient à la fois les permis de coupe et les bordereaux de transport parce qu'en temps normal, c'est ce qui se fait. Les agréments, c'est pour permettre aux acteurs de la filière d'avoir les permis de coupe et les bordereaux de transport. Mais comme on était en période d'interdiction, nous avons élaboré ce document après une communication en conseil interministériel validé en conseil des ministres pour au moins soulager les consommateurs, mettre le bois sur le marché. Ce qui fut fait, on a pu mettre sur le marché plus de 146 000 mètres cubes de bois pour les consommateurs. C'est pour cette raison que vous n'attendez pas, il n'y a pas de bois au marché. Et là, nous avons renforcé le contrôle au niveau des différents postes grâce à l'appui de la gendarmerie environnementale et de notre corps de lutte de brigade anticriminalité et les différents services. Nous avons pu arraisonner plus de 20 camions sur le tronçon Guinée-Sierra Leone et aussi à l'intérieur du pays. Ce qui a fait que la fraude a un peu cessé parce qu'on te prend, on te verbalise. Et des fois, tu payes même la tête du camion selon le code forestier. Madame la ministre, à ce niveau, le secteur du bois, il y avait assez de désordre à votre arrivée. Donc vous avez dû mettre des garde-fous que vous venez de citer tout à l'heure. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que cette coupe abusive a un peu diminué? Ça a diminué, ça a très diminué parce que je ne dis pas qu'il n'y a pas de coupe parce que la forêt, vous-même vous savez, elle est vaste. Elle est vaste et nous avons nos cantonnements forestiers et il y a la suspension qui les attend. Si jamais j'apprends ou bien je vois qu'il y a de la coupe dans telle ou telle forêt, dans telle ou telle région, étant donné qu'il y a l'interdiction qui est en vigueur, c'est des actions que l'intéressé en cours. Et Madame la ministre, vous me permettrez, avec votre permission, de notifier ces quelques informations, tout de même que nous avons reçues, par exemple, dans la sous-préfecture de Koumoula, c'est à Kouloussa. Et selon nos informations très récemment, nos équipes sur place ont eu à constater des activités de coupe de bois dans la zone. 2 situations. D'abord, le fait que, malgré le repos biologique, que les citoyens se mettent dans cette situation, mais deuxièmement, des accusations contre les conservateurs fonciers qui se porteraient complices dans cette situation. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une même mise sur ces agents? Alors, comme je le disais, mais vous savez que le repos biologique est là, l'interdiction est là, comme vous venez de le signaler. Et
nous avons quand même, en ce qui concerne la région de Boula, parce que c'est dans cette région que se trouve le parc de Djiwassi. Même pendant l'immersion, j'ai effectué une visite dans cette zone. Et il y a quand même des plantations privées qui sont là. Et là, j'ai instruit à la direction des forêts et faunes qui gère le cantonnement forestier que comme les tests les jugent, même si la coupe doit se faire dans la plantation, il faut d'abord une notification au préalable. Mais c'est ma première information quand même. Madame la ministre, il y a surtout une chose, je pense qu'il faudrait que vous preniez en compte, c'est le fait que ces agents se retrouvent en situation de déficit d'instruments. Ils sont dans une situation où ils peuvent, pour certaines personnes, ne pas se rendre dans certaines forêts pour faire des supervisions, pour faire des contrôles. Donc, ce qui met aussi ces forêts dans une situation de vulnérabilité. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez prévu de renforcer leurs capacités, surtout au niveau de la mobilité, pour qu'ils puissent faire ces inspections? Je vous remercie pour cette question, ça vient à point nommé, et d'autant plus qu'il y a une mission de recensement qui vient d'arriver. Et nous n'avions pas exactement la situation des conservateurs de la nature. Et au retour de cette mission, nous avons maintenant exactement combien nous avons sur le terrain. Nous avons au jour d'aujourd'hui 2166 conservateurs, dont 500 à Conakry et le reste à l'intérieur du pays. Et nous avons détecté un gap de 3000 et quelques à recruter aussi. Et le mardi prochain, je vais faire une communication en conseil interministériel pour cette situation des conservateurs de la nature. Dieu merci, nous avons un volet conforme du secteur de sécurité où il est prévu le renforcement des capacités des conservateurs de la nature, renforcement des capacités du point de vue formation, du point de vue équipement en outils de protection et de défense, ainsi de suite. Et je vous informe déjà que nous venons d'acheter 5000 tenues pour les conservateurs de la nature. Nous attendons qu'ils soient formés pour les doter non seulement en tenue, mais en moyens de protection et de défense. Moi, ce que je voudrais demander, c'est que lors de l'immersion, notamment la question des forêts urbaines et périurbaines s'est posée avec beaucoup de problèmes, pratiquement c'est la même chose un peu partout dans nos différentes villes, que ce soit à Conakry, notamment à Pita, à Labé, on a vu des situations compliquées, à Sigiri, à Kankan aussi. Après, qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui est en train d'être fait pour qu'on puisse ne serait-ce que sauver le peu qui reste? On vous a vu à Kindia, par exemple, à la forêt classée de Yogotamba qui n'existe que de nom, et aujourd'hui revenir un peu sur une sorte d'inventaire forestier. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un inventaire pour savoir exactement ce que nous avons ou qu'est-ce qui est en train d'être fait dans ce sens? Je n'ai pas abordé en profondeur la question de la mission qui vient de rentrer. Parce que j'ai donné la priorité aux conservateurs. Comme vous venez de le dire, s'il n'y a pas de conservateurs, s'ils ne sont pas dans de meilleures conditions de travail et de vie, ils ne peuvent pas veiller sur nos forêts, ils ne peuvent pas assurer convenablement la surveillance. Mais la mission qui vient de rentrer ne s'est pas intéressée seulement au personnel, mais aussi nous sommes intéressés aux infrastructures. Nous avons beaucoup de bâtiments qui sont en état de vétusté à l'intérieur du pays ou bien occupés même par des privés. En plus, la mission a porté aussi sur une base de données sur nos forêts, les forêts classées, les forêts urbaines et périurbaines et même les parcs et les réserves. Maintenant, ce qui va être fait, nous étions dans la dynamique de récupérer toutes les forêts classées, urbaines et périurbaines aussi. Dans ce sens, nous avons adressé un courrier au président du comité de récupération des biens de l'État et malheureusement, dès après ce courrier, nous avons eu l'instruction du chef de l'État de surseoir à cette opération jusqu'à ce que la période d'hivernage passe. Donc, ce sujet est en suspens. Dès qu'on va reprendre l'opération de récupération des biens de l'État, nous aussi, nous allons y faire autant avec l'appui du comité. Vous voyez nos forêts de Dapompa, Anta, Kakimbo et autres. C'est transgressé par les populations, les habitations, les activités génératives de revenus, mais nous ne sommes pas pressés, nous attendons l'appui du comité de récupération. Une fois récupéré, nous allons mettre des grillages pour d'abord sécuriser avant de faire l'aménagement là-dedans. Madame la ministre, nous en avons combien ces forêts périurbaines et urbaines? Il y en a 24, il y a 13 urbaines et 11 périurbaines. Nous avons 4 à Conakry ici. Oui, si tu permets, il a parlé de la situation de ces forêts périurbaines, vous l'avez dit, elles sont agressées
il y a la question de la sécurisation de ces forêts qui constituent aujourd'hui les poumons, on va dire, de la capitale. Madame la ministre, vous noterez aussi que vous étiez récemment à Ziama. Bien sûr. Où il y a eu 3 jours de feu de brousse. Je vous ai entendu à la télévision relativiser l'effet de ces feux de brousse. Faut-il s'en inquiéter? Oui, nous devons nous en inquiéter, mais c'est pour cette raison que nous allons renforcer les capacités des conservateurs de la nature parce qu'il y a plusieurs volets de formation, dont la mise en défense et la gestion des feux de brousse. Mais la forêt est complètement sécurisée parce qu'elle est sécurisée du fait que la population riveraine elle-même est consciente du rôle que joue cette réserve de biosphère des Ziama. Parce que quand on parle maintenant du poumon de la régulation du climat, c'est vraiment la forêt des Ziama fait partie. Pour preuve, nous avons déjà élaboré son plan d'aménagement et de gestion. Et cette année, nous avons bénéficié d'un financement de l'Agence française de développement à hauteur de 5 millions d'euros pour mettre en œuvre ce plan d'aménagement et de gestion avec le suivi écologique, la réhabilitation des habitats des animaux et des activités génératives de revenus pour les populations riveraines. Madame la ministre, est-ce qu'il y a une campagne de sensibilisation qui est prévue à cet effet pour informer les populations sur le bien fondé de ces forêts? Bien sûr, chaque année nous le faisons. Cette année, nous l'avons fait. Pendant que j'étais même à l'immersion, l'équipe à Ziama, pour le faire au mois de février, l'équipe m'a trouvé. L'équipe a fait toutes les préfectures de la Guinée pour sensibiliser les populations sur l'importance de ces forêts qui nous aident à lutter contre le réchauffement climatique, à réguler nos calendriers agricoles et à nous donner une vie saine et à sensibiliser aussi sur les conséquences néfastes des feux de brousse. Et cette campagne va continuer même en 2023. Vous avez parlé de récupération des forêts. Vous me permettrez de terminer sur ça, sur le volet des forêts. Madame la ministre, n'allons pas loin. Aujourd'hui, Conakry va s'étendre sur, en tout cas on l'espère bientôt, sur Djubreka et Koya. On a 2 montagnes dont les flancs sont complètement occupés. Pour la plupart du temps, on va jusqu'à déclassifier certaines forêts qui se trouvent autour de ces 2 montagnes. Je parle de Dixé et Kakulima. Le gouvernement a récupéré beaucoup de terrain sur Conakry. Est-ce que vous comptez récupérer les aires naturelles de ces deux flancs de montagne? C'est vrai que ces forêts ont bénéficié des études pour une éventuelle occupation, mais ce n'est pas effectif. La forêt peut être déclassée, sauf par décret. Ce qui n'est pas encore fait. Même tout récemment, j'ai reçu un courrier de l'Union européenne par rapport à la nouvelle décharge qu'on veut faire de l'autre côté. Et nous sommes sur les discussions. Il faut forcément prendre un décret pour déclasser ces forêts et faire des études d'impact environnemental et social avant qu'une activité quelconque soit réalisée sur le site. Ce n'est pas effectif. Non. On va passer sur un autre dossier. Madame la ministre, on vous a vu à Kigali, à Glasgow, lors des grandes conférences internationales sur le climat. Qu'est-ce que vous avez pu obtenir pour la Guinée? D'abord, je commence par Glasgow en octobre-novembre 2021. Nous sommes membres de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et c'est dans ce cadre que nous sommes rendus à la COP26. Nous sommes revenus avec beaucoup d'espoir, d'autant plus qu'au niveau national, nous sommes en train de mettre en œuvre nos différents engagements en ce qui concerne l'élaboration des documents et la mise en œuvre de certaines activités d'atténuation et d'adaptation. À titre d'exemple, nous avons pu mettre en place 1600 biodigesteurs. Vous connaissez le biodigesteurs? Absolument, madame. D'accord. Le biodigesteur joue plusieurs rôles. D'abord, un rôle pour la réduction des gaz à effet de serre, pour la réduction de la déforestation, pour l'économie en énergie, en bois énergie, qui nous fait quand même préserver des forêts, ainsi de suite. Nous avons aussi mis à la disposition des ménages 760 foyers améliorés
Tout ça, c'est pour nous permettre de diminuer considérablement la déforestation avec la carbonisation, la coupe du bois pour en faire le charbon et avoir une alternative naturelle aussi à l'utilisation des produits chimiques. Parce qu'avec le biodigesteur, vous avez non seulement le biogaz, mais vous avez l'engrais chimique qui est là pour permettre vraiment l'agriculture bio sans utiliser les produits chimiques qui constituent aussi des aspects néfastes sur la santé de la population. À Kigali aussi, nous avons eu l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui nous a d'ailleurs invités à l'APAC, le tout premier congrès des aires protégées en Afrique. Et là, nous envisageons de mettre en place un réseau d'aires protégées avec 17 parcs nationaux. Et ça se fera avec l'appui non seulement de l'UICN, mais aussi de la Banque mondiale. Les 17 parcs à travers tout le pays? Oui. Nous envisageons aussi de créer un parc transfrontalier avec le parc Pensoli Soya Sabouya vers la Sierra Leone. Là, c'est avec Natura Africa. C'est un nouveau projet de l'Union européenne qui a une durée de 7 ans. Et le démarrage va commencer en 2023. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'aspect conservation. On sait qu'aujourd'hui, des pays comme les nôtres, on nous encourage beaucoup à conserver. Et il y a des dividendes, ou en tout cas de l'intérêt à conserver aujourd'hui. Vous l'avez rappelé dans une de vos interventions, la campagne de cette année, par exemple, il y a un aspect crédit carbone. On essaiera de voir ce qu'on est en train de planter, ce que ça pourrait donner en termes de séquestration. Souvent, on en a entendu parler, mais généralement, on parle de crédit carbone par-ci, par-là, mais on a du mal à bien cerner la chose. Est-ce qu'aujourd'hui, des forêts comme Ziama, comme la forêt de Pic de Fond ou d'autres, la forêt de Djeké, qui sont aussi de grandes forêts, ou des forêts vers Mamou, est-ce qu'il y a un travail qui est en train d'être fait pour que ça puisse nous rapporter et que les gens se tournent vers peut-être des financements verts et qu'ils arrêtent de couper? La question est très bien. Depuis mon arrivée, je me suis attelée aux activités de conservation par l'élaboration des plans d'aménagement et de gestion de nos différents parcs. Pour exemple, nous avons eu le plan d'aménagement et de gestion de la forêt de Ziama que je viens de citer et qui a d'ailleurs bénéficié d'un financement. Nous avons la forêt de Djeké, nous avons la forêt de Pic de Fond, nous avons la forêt de Béko et le parc de Djouassi. Tous ces plans mettent l'accent sur la conservation de tous les écosystèmes qui se trouvent, que ce soit la flore et la faune. Et avec un objectif ou bien une perspective de développer de l'écotourisme aussi. C'est vrai, nous avons reçu beaucoup de partenaires qui sont intéressés par le crédit carbone. Et tout le monde sait que le carbone est plus séquestré au niveau des mangroves que même au niveau des forêts classées. Et tous les partenaires qui viennent, la première question qu'on leur pose, c'est de nous aider à avoir l'inventaire forestier. Parce que tu ne peux pas dire que tu vas séquestrer le carbone sans connaître d'abord quel est le potentiel que tu as sous la main. Et d'ailleurs, la Guinée, c'est un puits de carbone. Bien sûr, parce que nous sommes entourés par la mangrove, nous avons assez de forêts, nous avons assez de parcs, donc nous avons beaucoup d'opportunités pour être dans un avenir proche un pays qui va vendre du crédit carbone. Mais tout à fait, on séquestre plus qu'on émette. Je vais parler des émissions, même si elles sont faibles. Il y a ces usines qu'on a ici. De par le passé, on a vu des fermetures, notamment d'usines vers la cimenterie. Et il y a beaucoup de pollution aussi avec d'autres industries. Est-ce qu'il y a un contrôle, même si on ne le voit pas tout le temps? Est-ce que vos équipes sont régulièrement sur le terrain pour vérifier sur parfois des pollutions qu'on ne connaît pas assez ou dont on ne pourrait pas connaître les conséquences dans de prochaines années, ou une pollution de l'air qu'on ne voit pas toujours? Je vous rappelle qu'au mois de juin 2022, nous avons dépêché une équipe qu'on a appelée mission de contrôle et de suivi de conformité environnementale et sociale. Cette mission s'est déployée dans le Grand Conakry et dans la région de Boké. Nous avons pu inspecter 83 établissements classés, dont 72 dans le Grand Conakry et 11 à Boké. Cette inspection nous a permis de voir les sources potentielles de pollution dues à l'activité de ces entreprises, et nous avons formulé des recommandations à l'endroit de ces entreprises qui n'étaient pas en conformité avec les normes environnementales.
de se mettre en règle dans un délai bien défini. Est-ce que des sanctions sont tombées, Madame la ministre? Bien sûr, des sanctions vont tomber parce que le délai imparti n'est pas encore arrivé. Une fois que ce délai est arrivé, nous allons repartir pour contrôler si les recommandations ont été mises en œuvre. Si tel n'est pas le cas, des sanctions tombent. C'est prévu par le Code de l'environnement. Oui, moi, je voudrais revenir sur le dernier rapport des Assises nationales. Il y a un aspect qui demande à ce que les PGS soient correctement appliqués dans les zones minières. Ça veut dire qu'il y a quand même des problèmes, notamment dans le reboisement, dans la lutte contre la pollution des cours d'eau. Vous avez vu un peu ce qui se passe, par exemple, du côté de Gawal, à Koncitel, où il y a de sérieux problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse vraiment mettre la main sur la chose et qu'on oblige, par exemple, les multinationales à reboiser? Parce que dans d'autres pays, il y a des exemples quand même assez éloquents. Vous-même, récemment, vous avez eu à échanger avec la ministre rwandaise de l'Environnement. Elle vous a dit un peu ce que le Rwanda faisait dans ce sens. Effectivement, j'ai parlé de contrôle de suivi environnemental et social et aussi de l'examen des notices d'impact environnemental et des études d'impact environnemental et social. C'est pour cette raison que nous avons érigé le Bureau guinéen d'évaluation environnementale en agence guinéenne d'évaluation environnementale. Et des réformes sont en cours. Nous avons édité un manuel de procédure à l'attention de tous les promoteurs miniers, de tous les chefs de projet, qui désormais doit tenir compte de toutes les composantes d'un PGS. Il y a beaucoup de plans qui se trouvent à l'intérieur du plan de gestion environnementale et sociale, d'où la réhabilitation, la fermeture et le côté hygiène, sécurité, santé, compensation, réhabilitation pour les sociétés qui nécessitent le déplacement des populations de tout un village. Tout ça, c'est prévu dans le PGS. Et la nouveauté est que désormais, ce n'est plus un PGS global qui s'étend sur 5 ans, 6 ans, c'est annuel. Vous présentez votre PGS annuel. Et là, une mise au point, depuis que je suis venue, je n'ai délivré qu'un seul certificat de conformité environnementale. 2 autorisations. Une autorisation pour un projet d'intérêt public qui est le projet éolien qui va se développer du côté de Koropara et l'autre pour Mamoukosus. Parce que je suis venue trouver beaucoup de dossiers et là, je suis en train de regarder si le PGS passé n'est pas mis en œuvre. On ne peut pas te renouveler ton certificat de conformité environnementale. Si l'étude d'impact environnemental et social n'est pas conforme aux principes de l'Équateur et aux normes SFI, on ne peut pas te renouveler un certificat de conformité environnementale. Donc, tout est de l'exigence pour pouvoir vraiment protéger l'environnement et la population. Vous poussez les sociétés à se mettre aux normes? Bien sûr, parce que si tu n'as pas ton PGS, si tu n'as pas ton certificat de conformité environnementale, tu ne peux pas bénéficier des bourses, puisque c'est les multinationales qui financent les projets miniers. Justement, sur l'engagement de la Guinée dans son UNDC, on se rappelle à la COP 21, la Guinée s'est engagée à réduire son taux d'émission des gaz à effet de serre à 13%. Ce qui avait alors été jugé moins ambitieux par rapport à la Côte d'Ivoire, au Sénégal et à d'autres pays qui ne sont pas forcément bien placés en termes de puits de carbone. Mamadou Alpha a parlé tout à l'heure d'un volet qui pourrait aider la Guinée à engranger des financements. C'est le fonds vert. Ce fonds vert, on a un représentant en Guinée qui se trouve être à votre département, mais jamais la Guinée n'arrive à lever des fonds qui puissent lui permettre justement de sécuriser et de conforter ce qualificatif de puits de carbone qui permet justement d'être un poumon pour la planète. Est-ce que vous avez des projets dans ce sens pour permettre à notre pays enfin d'avoir des financements sur le fonds vert? Je vais vous dire d'abord, nous ne pouvons pas avoir un niveau d'ambition plus élevé que les pays européens parce que nous ne sommes pas un pays pollueur quand même. Mais par rapport aux pays africains, c'était moins ambitieux. Ils sont plus pollueurs que nous. Quand vous prenez le Sénégal, ils ont plus d'industrie que nous. Ils ont plus d'activités qui polluent l'environnement que nous. Le deuxième volet, en ce qui concerne le Fonds vert pour le climat. Oui, je suis arrivée, j'ai trouvé un point focal, qui est déjà parti à la retraite. Nous venons de nommer un point focal qui est l'autorité nationale désignée du Fonds vert pour le climat. Et depuis sa nomination, il est à pied d'œuvre. À l'heure où je vous parle, il n'est même pas en Guinée. Il est à la recherche de financement et la prise de contact avec les différentes
les différentes institutions qui financent le crédit carbone et le fonds vert. Et nous sommes aussi en train de travailler avec le fonds vert au niveau international pour nous permettre d'engranger beaucoup de moyens pour pouvoir contribuer effectivement à cette réduction et diminution de la température mondiale que nous voulons à un niveau 1,5 degré. Et des projets sont conçus dans ce sens, madame? Oui, nous avons fait récemment aussi une réforme en mettant ensemble, en fusionnant le Fonds forestier national et le Fonds de sauvegarde de l'environnement. Tout ça, c'est pour amener les partenaires à avoir confiance en nous et avec le FEM, le Fonds pour l'environnement mondial, pour nous financer afin de faire face à cette problématique. Quelles sont les recommandations du chef de l'État par rapport à ce projet? On sait que ça va avoir de l'impact sur l'environnement. Que vous a-t-il dit, le colonel? Je vous rappelle que depuis l'avènement du CNRD, oui, vous avez vu que le ministère de l'Environnement a été, l'un des portefeuilles a été meublé et on a ajouté le concept développement durable. Ça veut dire jusqu'où on porte une attention particulière à ce département. Et nous sommes au centre des priorités du gouvernement de la transition, des autorités au plus haut niveau. Pour preuve, nous sommes maintenant dans toutes les commissions. Et désormais, le président a dit, quel que soit le type d'infrastructure, infrastructure routière, les ports et les sociétés minières, le volet environnement doit être au centre des préoccupations. Aucun projet ne doit être réalisé sans étude d'impact environnemental et social. Pour preuve, on a rejeté le rapport de l'étude d'impact environnemental du port du projet Simandou. Ils sont passés dans tous les bureaux, à la primature et autres. J'ai dit, niet, c'est net. Parce qu'on ne peut pas délivrer un certificat de conformité pour un rapport qui n'est pas conforme. Donc, c'est comme ça, pour dire que nous avons un œil sur tous les projets. Même si c'est les projets publics désormais. C'est vrai que c'est gratuit, les certificats de conformité ou bien l'autorisation environnementale, mais il faut obligatoirement que l'étude d'impact environnemental soit faite. Je voudrais qu'on revienne un peu sur des secteurs comme le respect en tout cas, des normes dans l'exploitation minière et bien d'autres secteurs. On dit que la Guinée est château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, grand pays minier par excellence. On sait qu'allier les deux, ce n'est pas toujours facile. À votre avis, aujourd'hui, avec quand même une année pleine pratiquement à la tête du département, c'est quoi le plus grand défi que vous avez eu à relever et que vous êtes en train de relever ou que vous tenterez de relever? Vous savez, avant, les certificats étaient même délivrés au bureau, sans TDR, sans notice, sans mission de contrôle. On délivre les certificats. Maintenant, avec notre gestion, ça ne se passe plus comme ça. Pour obtenir un certificat de conformité ou une autorisation, il faut te lever très tôt le matin parce que nous suivons de près toutes les étapes. Ça, c'est un. Deuxièmement, je vous ai parlé du PGS qui comporte au maximum 10 à 11 plans. Donc, il est exigé désormais que tous les PGS comportent le volet réhabilitation, c'est-à-dire le reboisement des sites qui sont affectés par l'activité des promoteurs miniers, mais aussi la fermeture. Avant, les promoteurs disaient, à la fin de la durée de mon permis, je vais faire la fermeture et la réhabilitation. Maintenant, c'est le PGS. C'est annuel. Si vous travaillez sur une superficie donnée, avant de passer à une superficie, il faut réhabiliter, il faut faire la fermeture. Voilà les dispositions qui sont prises désormais. Madame la ministre, on vous a écouté, vous avez parlé du bilan du département, notamment le reboisement de plus de 1000 hectares, la restauration des berges, têtes de source, des rivières et des forêts dégradées. Le bilan est globalement positif à vous écouter. Mais qu'est-ce qu'il reste à faire? Quelles sont vos perspectives pour 2023? Perspectives. D'abord, il nous faut avoir un inventaire forestier parce que sans ça, nous ne pouvons pas faire de crédit carbone, nous ne pouvons rien faire parce qu'il faut savoir le potentiel. Deuxième, il faut continuer à renforcer les capacités des cadres du point de vue formation, du point de vue amélioration des conditions de vie. Pour preuve, dans la LFR, on a prévu au moins l'achat d'engins roulants pour les conservateurs de la nature
pour les directeurs, pour les conseillers, parce que nous, notre mission, ce n'est pas dans les bureaux, c'est sur le terrain. Donc, il faut avoir un moyen pour la mobilité des cadres. Et nous envisageons, je vous l'ai dit, la création des réseaux d'aires protégées, ça fait partie de nos perspectives. La construction des bureaux des services déconcentrés aussi fait partie de notre mission. Et pour la première fois, nous avons pu doter les services déconcentrés d'un budget de fonctionnement, ce qui n'était pas le cas par le passé. Nous avons beaucoup de choses en perspective, je n'ai cité que quelques-unes. L'inventaire forestier n'est pas fait jusqu'à présent. Pourquoi ce n'est pas fait? Bon, je ne peux pas le dire parce que c'est dans le passé. Bon, cette fois-ci, nous allons le faire. C'est un projet. Moi, je voulais revenir. On est dans le repos biologique actuellement. Vous avez parlé de ces certificats de conformité qu'il y a aussi à délivrer. On sait que l'un des plus grands combats du CNRD, c'est de lutter notamment contre la corruption. On veut dématérialiser tout ce qui est paiement. Il y a les redevances forestières, il y a ces certificats de conformité qui coûtent quelque chose, il y a des taxes avec les sociétés minières. Est-ce que déjà des réformes sont engagées? Maintenant, le FECAN entre fonds forestiers et fonds de sauvegarde, il y a eu cette unicité. Qu'est-ce qui est prévu justement par votre département pour qu'il y ait plus de traçabilité et de sécurisation des recettes liées à tout ce secteur d'environnement? Bon, pour ça, je peux dire qu'à mon arrivée, j'ai quand même trouvé que même s'il y avait de main à main, là je ne l'ai pas trouvé, mais au jour d'aujourd'hui, les promoteurs miniers, ils vont en mission et le rapport est prêt, c'est examiné, c'est conforme avant d'avoir le certificat. Le montant du certificat qui est 3% de l'étude est versé à l'agence guinéenne d'évaluation environnementale. Donc, par ordre de virement, pas main à main. Ça ne se remet pas à quiconque, c'est par ordre de virement. Tout comme les redevances de défrichement aussi, c'est par ordre de virement. Et même avec l'autorisation qu'on avait délivrée pour le transfert de bois, c'était par virement. Je n'ai autorisé aucun paiement, ni par Orange Money, ni par espèce, c'était par virement, malgré que c'était une mesure exceptionnelle, mais c'était par virement. La verbalisation des camions frauduleux de bois, c'était par virement. Tous ces montants ont été versés au compte du Fonds forestier national qui a désormais intégré le FECAN. Et nous continuons à renforcer cette transparence. Oui, je voudrais me faire le porte-parole de beaucoup de citoyens quand même. Quand on voit les ordures dans Conakry, on pense tout de suite à l'environnement. Quand on voit les déchets plastiques notamment, on dit qu'est-ce que vous faites pour, par exemple, interdire les plastiques. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces Guinéens qui pensent que parfois il y a quand même on ne prend pas suffisamment en compte ces questions-là? D'accord, il faut faire la part des choses. C'est vrai que c'est la solidarité gouvernementale, mais en tant que ministère de l'Environnement, nous avons notre direction assainissement et cadre de vie qui a en charge d'élaborer toutes les politiques et programmes, stratégies en matière de l'environnement. Et précisément, nous envisageons d'élaborer une loi sur la gestion des déchets plastiques. Vous allez interdire comme la Mauritanie? Comme le Rwanda. D'accord. Oui, à la longue, mais il y a beaucoup de préalables. Okay. Beaucoup de préalables parce que la mise en œuvre, c'est les industriels, c'est les consommateurs, ça a plusieurs niveaux. Bon, on ne peut pas se lever un beau matin et faire une loi et dire qu'il faut la respecter. Il y a beaucoup de préalables, mais ça sera en synergie avec les autres départements ministériels, le ministère de l'Industrie, le MATD, le ministère, parce que beaucoup de ministères sont impliqués dans l'assainissement et la gestion des ordures en général. Madame la ministre, à présent, nous allons passer la parole au public pour les questions. Merci bien. Moi, c'est M. Koma Manibolio, gestionnaire de profession. Ma question est que je veux que vous me donnez à quel point nous, sur le projet de Kouroupara, le projet éolien. La deuxième question est que quels sont ses impacts négatifs sur l'environnement? Merci beaucoup, M. Koma. J'avoue que le ministère de l'Environnement est là pour soutenir les projets d'intérêt public. Pour preuve, nous avons déjà délivré le certificat de conformité environnementale pour la construction du siège de l'Assemblée nationale.
l'autorisation environnementale pour le transfert de l'analogie à numérique. Nous avons renouvelé le certificat de conformité environnementale pour l'électrification de 4 régions, Lola, Zérékoré, Kouroussa, Kankan, avec le ministère de l'Énergie. Nous avons renouvelé des certificats pour le ministère des Infrastructures et de Transport pour 6 ponts. Et nous avons fait autant pour le projet éolien qui est l'œuvre d'un promoteur privé, mais comme c'est un projet d'énergie verte et qui va vraiment améliorer les conditions de vie des populations riveraines, nous avons facilité le processus. Quand je dis facilité, ce n'est pas parce que nous avons omis des étapes, non, mais nous avons fait l'une de nos priorités pour traiter le dossier avec célérité. Et au jour d'aujourd'hui, il a son certificat de conformité environnementale, donc la balle est dans son camp maintenant pour le développement de son projet. L'impact sur l'environnement. Donc, c'est pourquoi il est important de faire des études d'impact environnemental et social avant tout projet, que ce soit projet privé, projet public. Et nous avons pris tout le soin pour ne pas que ce projet ait, je ne peux pas dire que tout projet a des impacts, mais des impacts qui sont à minimiser. Des impacts qui sont à minimiser, mais parce que vous savez, les éoliens, on les installe sous la direction du vent, pour faire tourner et alimenter tout le dispositif pour maintenant procurer de l'énergie. Donc, c'est des projets à moindre niveau de pollution. Moi, je réponds au nom de Lama Gaston. J'ai 3 à 4 questions que j'ai à vous poser. La première, nous avons également le service assainissement et de cadre de vie. Et ces services effectuent ces activités et dans les différentes préfectures, nous avons les maires, les communes rurales qui font également le même travail que ceux qui sont dans le même secteur. Et on voit souvent qu'il y a un conflit de compétences au niveau de cela. Et par exemple, quand on prend la politique nationale de l'assainissement, et les travailleurs au niveau de ce niveau ont cette politique, mais souvent, sur le terrain, on arrive à considérer ces personnes comme des techniciens. Et quand il y a également un travail qui est lié par rapport à l'assainissement, ce sont les maires qui arrivent également à faire ce travail. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir également remédier à cela? La deuxième question, vous avez parlé ici du reboisement et nous constatons que souvent, le gouvernement arrive également à investir beaucoup d'argent par rapport au reboisement. J'aimerais également vous réfléchir par rapport à cela. Par exemple, dans les différentes communes, à travers toute la République, on fait souvent les mariages. Comme par exemple dans l'ancien régime, si toutefois par exemple il y a un mariage, on exige par exemple aux mariés d'aller planter une plante. Là, ça trouve que les gens qui ont accompagné, toute la population, toutes les personnes qui ont accompagné les gens pour aller également célébrer le mariage, au lieu que ça soit une personne qui plante, si par exemple c'est 50 personnes, sur le champ, on aura également 50 plantes qui sont déjà plantées. J'aimerais que également vous pensiez par rapport à cela. Et aussi, la troisième question que je voulais également aborder, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un budget de fonctionnement qui est alloué par rapport aux différentes préfectures dans le cadre de l'environnement? Si oui, par exemple, souvent, dans ces préfectures, il y a 4 sections. Environnement, proprement dit, section assainissement et cadre de vie, nous avons l'OGIP, nous avons également les eaux et forêts. Et si toutefois, si cela y est, quels sont ceux qui en bénéficient? Parce que d'autres ne bénéficient pas, d'autres arrivent à bénéficier. Merci. Vous avez parlé de l'assainissement, des conflits de compétences entre les maires et les services techniques. Il ne devait pas y avoir parce que d'autant plus que une fois que nos services techniques sont au niveau déconcentré, ils relèvent vraiment des administrateurs territoriaux. Et c'est vrai que vous avez vu, on a signé la fois dernière des décrets sur les collectivités et les préfets, les maires sont les représentants des ministres et du chef de l'État. Donc il ne faut pas y avoir des conflits de compétences, d'autant plus que chaque service a ses attributions. L'assainissement, c'est plusieurs facteurs. Par exemple, nous évoluons sur le programme
assainissement total piloté par les communautés pour l'utilisation des latrines par chaque communauté. Nous avons déjà plusieurs communes de convergence et nous envisageons partir dans la région des Iroquois d'ici la fin du mois de septembre pour avoir le niveau de mise en œuvre de cette, parce qu'à l'horizon 2027, nous devons avoir maintenant fin de défécation à l'air libre selon les Nations Unies. Ça, c'est la première question. Il n'y a pas de conflit de compétences. Et si les attributions n'étaient pas bien clarifiées, cette fois-ci, nous allons veiller à le faire pour que chacun fasse correctement son travail. La deuxième question, dans nos perspectives, on peut passer au département pour regarder les activités réalisées par le ministère de l'Environnement et les perspectives. Dans les perspectives, nous voulons réactualiser la loi FRIA. Vous vous souvenez qu'il y avait la loi FRIA ici, et ça rentre dans le cadre que vous venez de décliner tout de suite là. Donc nous allons y penser les naissances, les mariages, les anniversaires, et ça sera l'occasion pour nous de planter des arbres. La troisième, est-ce qu'il y a un budget de fonctionnement par rapport à ces différents... Oui, et cette année nous avons déjà commencé. On a envoyé ça au niveau des régions, les 8 régions administratives, et ça doit être dispatché par l'inspecteur régional. Au sein parce qu'au niveau des préfectures, c'est l'inspecteur d'abord qui chapeaute les services déconcentrés, le directeur, et ainsi de suite. Et maintenant, par rapport à la note de service qui avait suivi le décret de mise en retraite, si vous avez bien suivi, depuis la semaine prochaine, nous sommes en train de nommer, d'affecter les chefs de section, forêt et faune, les chefs d'antenne augure, les chefs cantonnement, ainsi de suite. Nous avons déjà fini avec la région de Kankan. Nous avons veillé à ce que la mobilité des fonctionnaires soit observée et que les gens ne restent pas sédentarisés au niveau d'un même service ou bien d'une même fonction pendant 5 à 6 ans. Tout ça, ça encourage la corruption. Donc, veuillez vous approprier des actes de décision que j'ai déjà signés. Et pas qu'avant-hier, on a fini avec les 33 préfectures en ce qui concerne la direction générale de l'Office guinéen du bois, et nous avons bientôt entamé la direction nationale des forêts et faune. Madame la ministre, bonsoir. Excusez-moi de commencer par cette assertion. La nature peut se passer de l'homme, mais le contraire est impossible, affirme-t-on. Aujourd'hui, les défis à relever dans notre pays en matière d'écologie sont énormissimes. On fait un tintamarre autour de la campagne de reboisement. Moi, j'ai suivi les activités du ministère depuis belle lurette jusqu'à aujourd'hui, mais je vous avoue qu'il y a un grand tintamarre. Depuis belle lurette, depuis près que 10 ans, on parle de reboisement, on ne voit rien sur le terrain, sauf au niveau des activités de la filière bois. Je ne suis pas en train de faire leur promotion. Ça, c'est un problème. Il y a l'orpaillage en plein cœur de nos forêts. Quand je prends la forêt du Pic de Fond à Nyonso-Moridou, en 2015, il y a même des écogardes qui ont été victimes d'attaques de la part des orpailleurs traditionnels. Quand je prends le fleuve Tenkiso, il y a des espèces protégées, il y a l'orpaillage à travers le dragage de ce fleuve. Ça, c'est des problèmes. Moi, la question que je pose, est-ce qu'il y a une synergie d'action entre les départements de l'agriculture, je vais parler de la culture sur brûlis, entre l'élevage, le transhumanisme des troupeaux, les mines, avec le boom en Basse-Côte aujourd'hui, est-ce que vous avez une politique de synergie avec tous ces départements sectoriels? La dernière question, il y a eu un recensement, vous voulez renforcer aujourd'hui la protection. D'ailleurs, du cercle des profanes, certains avaient dit, le reboisement, on n'est pas pour, mais on est pour la protection de ce qui existe, du peu qui existe. Quelle est votre politique pour renforcer ces effectifs d'éco-gardes sur le terrain? Et qu'en est-il du concours de recrutement qui a été effectué il y a quelques années dans notre pays? Est-ce que vous avez mené des enquêtes? Est-ce qu'il y a eu une mafia qui a tué ce concours-là? Est-ce que vous voulez reprendre notre concours? Merci de votre attention. Chacun à son niveau doit quand même avoir l'engagement citoyen en faveur de notre environnement. La loi FRIA ne dit pas de reboiser. Par exemple, c'est pourquoi nous avons choisi le slogan. Que font les pays sahéliens alors, le Mali et autres là? Est-ce qu'ils attendent la saison pluvieuse pour planter? Non. Donc la loi FRIA a bel et bien son sens d'être actualisée. Parce que tu plantes un arbre dans ta cour, vraiment tu as l'obligation de l'arroser jusqu'à ce que le plant devienne un arbre.
Vous avez parlé de l'existence des permis miniers dans les forêts. Oui, nous avons hérité d'une situation, je vous ai dit, et les permis miniers et les certificats de conformité étaient délivrés comme ça. Et je vous ai dit ici, désormais, l'environnement est au centre de tout. Pour preuve, il y a la commission mine qui a été mise en place. L'environnement fait partie. La commission de suivi des projets et infrastructures, l'environnement fait partie. Donc, plus jamais, c'est vrai. Même à Kouroussa, nous avons des permis miniers là. La forêt de Yoko-Tamba, j'ai trouvé une carrière que j'ai fermée pendant l'immersion et qui est en train d'être réhabilitée. Ça ne sera plus jamais comme auparavant. Il y a une synergie d'action désormais. C'est pour ça qu'on a créé ces différents organes de concertation. Lorsque le ministère des Mines a une demande de permis minier, il va d'abord consulter. C'est pourquoi, une fois que le permis minier est accordé, ça n'est même pas le permis, l'autorisation, le promoteur est obligé d'envoyer son document de projet au ministère de l'Environnement. Le document de projet va décrire où se trouve la zone, quelle superficie et autres. Ça nous permettra d'abord de dire au promoteur, oui, nous sommes d'accord, ou bien ça, c'est une zone sensible, c'est une forêt classée, c'est une zone protégée. Et si ce n'est pas ça, envoyez vos TDR, on va regarder. À l'issue de l'examen des TDR, on lui donne une notice pour lui dire, oui, vous êtes autorisé, une autorisation environnementale pour partir explorer. Pendant l'exploration, si on a vu qu'il n'a pas respecté les normes environnementales, il est certain qu'il n'aura pas son certificat. Donc nous allons veiller à ce que plus jamais qu'il y ait des permis miniers au niveau des zones sensibles protégées. Je voudrais parler de tintamarre par rapport au boisement. Non. Je vous ai dit, la nouveauté pour cette campagne de reboisement, et revenez l'année prochaine, vous pouvez partir dans n'importe quelle préfecture pour voir la zone reboisée, pour vous acquérir des réalités si jamais le reboisement a été effectivement réalisé et s'il y a eu le suivi. Parce que ce qui a manqué, c'est le suivi. Le suivi d'ailleurs dès le départ, dès la sélection des ONG, des sites et autres. Après la mise en terre des plans, il faut repasser pour voir si vous avez mis en terre 300 plans, est-ce que 30 ont survécu, 100 ont survécu? C'est là que commence le suivi. Et s'il n'y en a pas de tout ça, il va de soi que l'année prochaine, tu reviens, tu vois la même zone aride. Donc ça ne sera plus comme avant. Soyez-en rassurés. Nous allons recruter les conservateurs. Tout le monde sait que le recrutement ne relève pas de ma compétence. C'est de la compétence du ministre du Travail et de la fonction publique. Mais comme c'est de mon département qu'il s'agit, je n'étais pas à l'environnement, d'abord j'étais au commerce, mais j'avoue que même les mécaniciens ont postulé. Un tel concours. Ils ont été acceptés, madame. Pardon? Ils ont postulé, mais ils ont surtout été acceptés aussi. C'est vrai, on ne fait pas la responsabilité parce que l'administration, c'est une continuité. Mais nous allons réfléchir, nous allons voir. On ne sait même pas pourquoi les résultats n'ont pas été proclamés et autres. Nous allons regarder là-dedans s'il y a la nécessité de trier et de décanter le fichier et reprendre le concours et s'il faut carrément mettre de côté. Mais là, ça fera partie d'une concertation interministérielle. Bonsoir, Madame la Ministre. Aboubakar Kamanou, journaliste. Madame la Ministre, tout à l'heure, on avait sur ce plateau Monsieur le ministre des Mines qui nous a dit qu'il a engagé un processus de récupération ou de retrait des permis. Est-ce qu'à votre niveau, vous aussi, vous êtes en train de retirer les permis que vous estimez ne pas être dans le cadre légal? Première question. Et la rectification institutionnelle est l'une des 5 valeurs du CNRD. Est-ce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, je vous ai entendu dire que vous allez aussi profiter au niveau de l'opération de récupération des biens pour aussi rentrer en possession de vos biens. Est-ce qu'à votre niveau, dans votre plan d'action, vous avez envisagé lutter contre la sédentarisation des cadres et des agents relevant de votre département? Je vous remercie. Merci bien. Je commence par la première question. D'abord, oui, c'est en quelque sorte un permis, mais nous appelons certificat de conformité environnementale. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Les certificats de conformité sont renouvelés chaque année. Donc, notre façon de retirer les certificats, c'est de ne pas les renouveler. Si le plan de gestion environnementale et sociale n'est pas respecté, on ne va pas renouveler le permis. Donc, ça empêche le promoteur de continuer ses activités. La deuxième question, la sédentarisation. Je viens de dire ici. C'est pour cette raison qu'on a fait le recensement. Le recensement, c'était un fichier complet.
qui donne toutes les informations sur le cadre. L'ancienneté au poste, le grade, la hiérarchie, le corps, ainsi de suite. Cela nous permettra de prendre de bonnes décisions en cas de nomination et d'affectation. Bonsoir, Madame la Ministre. Ma première question concerne d'abord l'écosystème. Il y a souvent les constructions anarchiques. Et il faut souvent que le gouvernement prenne, soit par un décret du président de la République, pour demander d'arrêter ces constructions anarchiques qui détruisent complètement l'écosystème. Et on n'entend jamais un communiqué ou bien une décision, ou bien en tout cas des dispositions au niveau de l'environnement. Pourtant, c'est l'environnement qui est beaucoup plus touché. Est-ce que vous avez envisagé de prendre des dispositions dans ce sens-là pour que vous preniez le devant désormais? Parce que souvent, soit c'est le ministère de l'Habitat, ou bien en tout cas c'est du côté de la présidence de la République que les décisions tombent. Pourtant, c'est le ministère de l'Environnement qui est directement affecté. Parce qu'avec la décision de l'écosystème, je pense que les conséquences sont énormes. Ça se répercute à tous les niveaux. Ça, c'était ma première question. Deuxième question, ça c'est une recommandation d'abord. Je souhaiterais que les actions se multiplient sur le suivi de ce que vous êtes en train de mener en matière de reboisement. Si par exemple cette année, vous avez planté 1000 arbres, le département doit être à mesure de revenir l'année prochaine pour nous dire, pendant les 10 arbres que nous avons plantés, il y a tel nombre d'arbres qui ont pu survivre. Parce que c'est extrêmement important. Non seulement ça va vous permettre de vous mettre en cause, mais c'est-à-dire que vous allez faire l'état des lieux. Qu'est-ce qui a fait que les arbres là n'ont pas pu survivre? Là, vous avez la situation en main. En ce moment, vous prendrez les dispositions pour que ça soit réglé. Donc ça, c'était une recommandation. L'autre question, c'est par rapport à la pollution. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'industries qui sont en train de polluer la nature, que ce soit à Conakry ou un peu partout dans le pays. Donc il faudrait que les actions se multiplient aussi dans ce sens-là pour interpeller ces unités industrielles. Parce que s'ils sont par exemple installés dans un quartier, ils règlent directement avec le chef de quartier. Donc il y a des eaux usées qui sont déversées dans le quartier et ça devient, on consomme ça directement ou indirectement. Donc dans ce sens-là aussi, je pense qu'il y a des directions déjà qui sont à votre niveau, qui sont sur le terrain, mais il faudrait qu'ils soient renforcés, ces directions-là soient renforcées et mettre des agents fréquemment sur le terrain pour les interpeller. Parce qu'ils ont aussi des taxes ou bien des fiscalités à payer dans ce sens-là. Et je pense que ça fait partie aussi des retombées au niveau de l'État. Donc mes questions s'accentuent beaucoup plus sur ça, mais soyez beaucoup plus actifs dans le suivi de ce que vous êtes en train de faire comme reboisement. Parce que cette année, on a vu un peu partout où les ONG, les structures de l'État, à travers votre département, sont sur le terrain pour faire le reboisement. C'est une bonne chose. Et quelqu'un a dit tout à l'heure que les mariages ou quoi que ce soit, nous, quand on était un peu plus petits, on nous obligeait à aller faire le reboisement. Donc, vous pouvez aussi faire une proposition au niveau du gouvernement pour qu'on revoie, pour qu'on implique tout un chacun. Parce que le président a donné l'exemple. Il a été jusque sur le terrain pour planter. Je pense que ça doit être une référence. Et non seulement à vous, vous-même, Madame la Ministre, mais à vos collègues ministres d'être parfois, de choisir des journées où tout le département, tout le gouvernement se déploie sur le terrain avec le cabinet pour renforcer cette activité. C'est monsieur? C'est monsieur Robert Fayakourma. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas eu de questions, il n'y a eu que de recommandations et je prends une très bonne note de vos recommandations. Merci. Madame la Ministre, votre mot de la fin? Je commence d'abord par adresser toute ma reconnaissance et ma gratitude au chef de l'État. Il a placé sa confiance en moi parmi plus de 12 millions de Guinéens le 21 octobre. Et vous avez suivi encore le 20 août 2022, il a renouvelé cette confiance en ma personne. Donc qu'il soit vraiment hautement remercié, sincèrement remercié pour cette confiance et qu'il peut compter sur moi, il peut compter sur mon engagement. La deuxième des choses, l'homme et la nature sont inséparables, indissociables. Donc tout ce que je demande aux Guinéens, c'est de se mobiliser tous, chacun, qui qu'il soit, où que vous soyez, en faveur de la protection de l'environnement. Parce qu'un environnement sain, un corps sain. Si nous ne nous inscrivons pas dans la durabilité, dans tout ce qu'on fait, agriculture, route et quoi d'autre, si nous nous inscrivons dans la durabilité, dans 5 ans, nous serons dans le désert ou la savane, ce qui n'est pas souhaitable. Notre pays, c'est un beau pays, ça fait la fierté de l'Afrique et beaucoup de pays
compte sur nous, nous avons une responsabilité économique et sociale par rapport aux autres pays parce que nous sommes châteaux d'eau, beaucoup de fleuves prennent leur source en Guinée. Et donc, nous devons vraiment prendre soin de notre environnement. Encore une fois, planter. L'arbre, c'est la vie. C'est à travers l'arbre que nous avons nos produits médicinaux, nous avons les pluies, nous avons quoi que ce soit. Monsieur Barry, plantez encore une fois. Est-ce que cette année, vous avez planté, monsieur, vous avez planté votre arbre? Oui. Non, je vais passer vérifier chez vous. Donc, je dis à tout un chacun, un arbre planté et protégé. Au moins, on n'a pas d'un arbre seulement, au moins. Quand on dit au moins, vous pouvez planter 10, 15, ça dépend, mais planter au moins un arbre. Et je ne peux pas quitter sans remercier mes collaborateurs que je trouve ici parce que tous ces résultats, c'est grâce au concours de tout un chacun, à la synergie d'action, à la mobilisation. Et je compte encore une fois de plus à cet engagement collectif pour le bien-être de nos populations. Merci Madame d'avoir répondu à nos questions. Merci Hassan Hilal, merci Momo Alpha. Merci à vous, cher public, pour votre participation. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous. Le programme continue sur la télévision nationale. Bonsoir et à très bientôt. Merci.